Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est un tout petit peu le bordel. Il y a genre tout le monde qui dit que c'est la guerre en permanence, et si t'écoutes les médias, t'as l'impression que les États-Unis, c'est les garants de la liberté, de la vérité et tout ce que tu veux, et que la Russie, c'est les méchants qui ont envahi l'Ukraine 8 fois ces 15 derniers jours. Ça fait un peu manuel scolaire de 3e qui essaie de t'expliquer la guerre froide. Alors du coup, on se doute bien que c'est plus compliqué que ça, mais le problème, c'est que ça concerne l'Ukraine. Et que tout le monde s'en fout en temps normal de l'Ukraine, de ses enjeux géopolitiques, de comment ils vivent là-bas, des ressources qu'ils ont. Et en plus, en Ukraine, il fait froid, tout le monde est moche et pauvre, et en plus, les bâtiments sont gris, bref, ça donne pas envie de s'intéresser, quoi. Alors peut-être que les médias, ils ont raison, hein. Peut-être qu'il faut aller faire la guerre à la Russie, en Ukraine, envoyer l'armée, Poutine est méchant, etc. Mais quand même, dans le doute, on va s'intéresser au sujet parce que des fois, les gouvernements, ils se foutent un petit peu de notre gueule pour légitimer des guerres qui sont un peu discutables. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine, et contrairement aux autres médias, on va en parler bien. Et dans ce genre d'affaires, pour discerner le vrai du faux, on a besoin de la backstory. La quoi? Le contexte. Nina, on est des professionnels, on est des journalistes, on parle anglais, d'accord? Bref, on va faire un petit peu d'histoire. L'Ukraine, c'est pas vieux. C'est né avec l'effondrement de l'URSS en 1991. La Russie perd plus de 5 millions de kilomètres carrés, donc deux gros bouts. La Biélorussie et l'Ukraine, avec qui elle partage une grande frontière commune. Tous ces pays intègrent alors le libre marché capitaliste qui avait déjà été amorcé par les réformes de Gorbatchev. La population, notamment d'Ukraine, se tourne vers l'Ouest après l'échec du soviétisme et parce que les richoux de ces pays y voient une occasion de se faire pas mal de fric, sachant que les Occidentaux sont bien contents de les accueillir dans leur zone d'influence. Autre point important, pendant l'effondrement de l'URSS, un accord tacite se fait entre les Russes et les États-Unis. La transition sera faite à condition que les États-Unis, à travers l'alliance militaire qu'est l'OTAN, ne viennent pas s'installer dans les pays frontaliers de la Russie pour ne pas relancer le climat de guerre froide et pour permettre à la Russie de garder les liens de dépendance économique qu'elle impose aux anciennes républiques soviétiques. Des accords de démilitarisation de la zone seront signés, garantissant par exemple l'absence d'armes atomiques. Ce qui est en fait pas très bête. Les accords seront plus ou moins respectés au fil des années et l'arrivée de Poutine au pouvoir au début des années 2000 va étrangement renforcer la paix entre les deux pays. On est début des années 2000 et la Russie démantèle des bases militaires permanentes qu'elle avait en Europe ou en Amérique et accepte la présence militaire états-unienne en Asie. Les zones tampons que sont l'Ukraine et la Biélorussie tiennent bon, mais ça tient à pas grand-chose. Vu que dans ces pays, il y a un concept qui apparaît qui s'appelle la souveraineté nationale et qui fait que, à tout moment, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Soit parce que le peuple en a décidé dans des incroyables élections démocratiques, soit parce que des grandes puissances extérieures les aident à prendre des décisions, si tu vois ce que je veux dire. Surtout que l'Ukraine est un pays divisé, comme les élections le montrent par exemple. L'Est est à 95% pro-russe, car il est très proche politiquement et économiquement des entreprises privées russes, qui traitent directement avec la paysannerie pauvre. Se rajoute à cela la prédominance du russe comme langue couramment utilisée. Quant à l'Ouest, c'est l'exact inverse. Ils votent pro-européens à 95% avec un système à l'occidental. Beaucoup de riches oligarques et des grosses entreprises bien moins dépendantes économiquement de la Russie et tournées vers les subventions venant de l'Ouest. Cette séparation très nette en Ukraine en fait un pays qui peut sauter à tout moment et dont les frontières pourraient devenir très floues. Bref, il vaut mieux pas mettre trop les pieds indélicatement dans ce pays parce que ça risque de péter très facilement. Et c'est pourtant précisément ce que vont faire les États-Unis. Toujours début des années 2000, les accords militaires dont on a parlé sont rendus caducs par décision états-unienne. Ils mettent en place de nombreuses bases militaires proches de la Russie, notamment en Pologne. Économiquement, l'Europe pousse l'Ukraine à signer un traité de libre-échange avec elle, évidemment, ce qui est vraiment une riche idée, sachant que le SMIC là-bas est à 100 € par mois, ce qui ne va pas du tout faire de la concurrence avec d'autres pays de l'Union européenne, pas du tout. Sauf qu'il y a un petit détail important dans l'histoire, c'est que la Russie est elle aussi dans un traité de libre-échange avec l'Ukraine. L'Ukraine produit du blé que des entreprises privées russes transportent et traitent, et en échange, la Russie leur file du gaz à moindre prix. Sauf que, si tu réfléchis bien, si l'Europe a un traité de libre-échange avec l'Ukraine, qui a elle-même un traité de libre-échange avec la Russie, ça veut dire que l'Europe et la Russie sont dans une situation de facto de libre-échange, ce qui n'est pas du tout concevable en fait. En réalité, avec ce traité de libre-échange entre l'Ukraine et l'Europe, en fait, l'Europe impose un choix à l'Ukraine. Soit rentrer dans la zone d'influence états-unienne à travers l'Union européenne, soit rentrer dans la zone d'influence russe. Mais il n'y a pas d'entre deux. Mais vu que le pays n'est pas suffisamment puissant pour être indépendant, il va falloir choisir son impérialisme. En plus de ça, l'Ukraine était dans la merde économiquement. Vu que l'effondrement de l'URSS n'a pas tant changé sa situation de soumission économique face à la Russie, et que l'entrée dans l'Union européenne de la Pologne a rompu en grande partie le marché avec eux.
Sans grande industrie, en totale dépendance, le PIB s'écroule et leur monnaie part en cacahuètes. Sans possibilité de s'en sortir seul, le gouvernement de l'époque, plutôt pro-russe, tente de choper du pognon et demande de l'aide à l'Union européenne. 20 milliards par an pour signer leur fichu traité, ce que l'Europe refuse. Le président ukrainien revient alors vers la Russie qui, lui, signe un très gros chèque. Le traité de libre-échange avec l'Europe est donc enterré aux grandes dames de l'Ouest ukrainien. Et toutes ces magouilles et revirements politiques ont eu de grandes conséquences sur ce pays. Genre raviver toutes les tensions nationalistes qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Mais surtout, les États-Unis ne vont pas faire ce plaisir à la Russie de retrouver une Ukraine pro-russe. Et ils vont donc profiter d'un mouvement social né en 2014 dans une place à Kiev qui s'appelle Maïdan. Un mouvement qui n'a jamais vraiment été analysé par nos journalistes et du coup tout ce qu'on va dire ça va être basé sur l'incroyable travail d'Olivier Berrouillet que vous pourrez retrouver en description avec le site lescris.org. Un mouvement social pro-européen nommé Euromaïdan se mobilise sur la place de Kiev, réclamant un rapprochement de leur pays avec l'Europe. Les mobilisations s'intensifient jusqu'à atteindre 500 000 personnes. Donc, vu de loin, la mobilisation, elle a l'air plutôt sympa, démocratique et tout ça, qu'on soit d'accord ou pas. Ce qui va changer la donne, c'est que tu as quelques acteurs qui vont arriver pour histoire de récupérer le mouvement, tu vois, voler le mouvement social, et ces gens-là sont un petit peu moins recommandables. À commencer par le défilé des diplomates et ministres européens et états-uniens qui viennent à Kiev pour manifester et demander la démission du président, jusqu'à même offrir des cookies aux manifestants. Des cookies pour demander la démission d'un président qui a été élu avec un suffrage qui a été reconnu au niveau international et à qui il reste juste un an de mandature. Alors que le peuple gueule, évidemment, c'est une chose. Mais que des diplomates étrangers se mêlent de tout ça, là, c'est bizarre, tu vois, c'est pas du tout la place des diplomates, normalement. Ils profitent juste d'une situation sociale pour servir leurs propres intérêts. C'est ce qu'on appelle une putain d'ingérence. Et surtout qu'on peut un petit peu douter du fait que les États-Unis n'ont pas apporté que des cookies aux manifestants. Les autres grands acteurs, ce sont les partis politiques qui se mobilisent, et ils sont 3. Des libéraux d'extrême droite, des européistes libéraux et un parti néo-nazi. Des nazis donc qui sont indirectement soutenus par l'Empire états-unien et par l'Union européenne, ce qui est un peu ironique quand on y pense. Va alors y avoir une radicalisation à l'extrême droite du mouvement, avec des étudiants qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on voit en France. Mais aussi avec la présence de groupes paramilitaires fascistes qui vont foutre le bordel et tirer avec des flingues sur la police, par exemple, en en tuant 10, ce qui provoque une réponse à balles réelles tuant une centaine de miliciens. Le gros bordel, quoi. Autre que le côté spectaculaire, évidemment, avoir des nazis à ce moment-là, ça pose plein de questions. Déjà que la société ukrainienne est suffisamment cassée pour que ce genre de groupe puisse prospérer, s'organiser, jusqu'à mener des guérillas à l'intérieur de la capitale. Ça pose des questions. D'où viennent-ils? D'où viennent leurs armes? Qui les organise? Qui les soutient? Qui est-ce qui les finance dans cette histoire? Et pourquoi est-ce que les autorités ukrainiennes ils ont laissé faire? Et donc ça pose la question de la place d'une organisation parallèle en Ukraine, ce qu'on appelle une mafia, qu'elle vienne de l'Ouest ou de l'Est. Des mafias et des nazis qui se servent de la misère en Ukraine pour structurer quelque chose en parallèle, vu que plus personne n'a confiance en l'État. Mais dans tous les cas, le fait que tu aies des nazis aussi bien organisés, ça montre bien qu'il y a un grand problème d'inégalité et de corruption dans ce pays. À la place Maïdan, c'était un bordel d'autant plus grand, sachant qu'on apprendra que des snipers étaient positionnés dans les immeubles et qu'ils ont étonnamment tiré sur la police et sur les miliciens, générant un chaos extrêmement violent. Et la suite, elle est très prévisible. Il y a le président et l'opposition qui signent des accords de paix, sauf que les paramilitaires fascistes, ils s'en battent les doigts, ils continuent de menacer de mort le président qui est contraint à l'exil en Russie, ce qui fait que il y a plus de président en Ukraine et l'Assemblée nationale le destitue 3 jours plus tard. Ce qui fait que en 3 jours, le bordel de Maïdan a réussi à renverser le gouvernement pour le meilleur mais surtout pour le pire. Le 27 février, un nouveau président est nommé par l'Assemblée sous la bénédiction des États-Unis, avec qui ils font de belles photos qui n'ont aucun sous-entendu, non vraiment aucun. Pour la petite histoire, une fuite a montré qu'à ce moment-là, les États-Unis ont choisi qui devrait être ou pas être dans le gouvernement. Une preuve qui montre que celui-ci devient un État fantoche au service de l'administration Obama. Dans un interview quelques années plus tard, Biden, à ce moment-là vice-président, raconte avec le sourire aux lèvres comment il a conditionné une aide à l'Ukraine en échange de dégager un procureur qui, selon lui, ne faisait pas le bon boulot. I said, you're not getting the billion. I'm going to be leaving here, and I think it was 6 hours. I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money.
Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Biden, ce putain de mafieux, quoi. Dans ce gouvernement, on retrouve essentiellement des Ukrainiens de l'Ouest qui sont pro-Europe, et donc on retrouve nos chers libéraux, mais aussi les libéraux d'extrême droite. On retrouve beaucoup aussi d'oligarques qui vont se retrouver gouverneurs de différentes provinces, et on retrouve aussi nos amis nazis. Des nazis qui occupent des postes clés comme celui de l'intérieur, on peut le deviner, mais aussi le ministère de l'écologie. C'est beau, hein? Et quand je répète 14 fois le mot nazi, j'exagère pas en fait. C'est pas genre moi qui vois des nazis partout, c'est des putains de nazis. Des nazis qui font des commémorations nazies, des blagues de nazis, des hommages de nazis, des bagarres de nazis contre les communistes, des condamnations de l'homosexualité qui seraient responsables du sida des nazis, des tabassages nazis de journalistes qui diffusent des images de Poutine pour qu'il démissionne. Enfin, c'est des putains de nazis avec la croix gammée, Hitler et tout le bordel. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que des nazis font alliance avec des libéraux? Bah déjà, ils sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de lutte des classes. Parce que les nazis, eux, ils pensent que c'est plutôt la lutte des races et machin. Et les libéraux, eux, ils sont plus dans le darwinisme social, où tout le monde est en concurrence et seuls les plus forts peuvent s'en sortir. Et du coup, les nazis sont globalement plutôt d'accord avec ça, tu vois. Il faut contourner un peu le truc, mais ils sont d'accord. Et évidemment, le nazisme est profondément anti-russe et pan-européen, donc là aussi, ça passe. Et les autres partis acceptent les nazis parce que eux, ils ont une base un peu prolo, tu vois, parce qu'ils ont un peu un discours social fort, etc. Ce qui fait que ça donne une légitimité à ce gouvernement. Et surtout parce que c'est des putains de paramilitaires et que du coup, s'ils le veulent, ils peuvent foutre le bordel comme ils ont fait à Maïdan. Et les Européens, eux, apparemment, ils préfèrent traiter directement avec des nazis qui sont certes nazis, mais qui sont au moins à peu près d'accord sur le libre-échange, plutôt qu'avec des pro-russes qui leur demandent 20 milliards par an. Des nazis qui s'empresseront de détruire toutes les preuves liées à l'histoire des snipers mercenaires pour qu'aucune enquête ne soit menée. C'est donc qu'il y avait des choses à cacher. Pour vous dire l'ambiance, même les membres du parti de la droite dure prennent des photos d'eux avec des fusils. Bref, c'est cette belle équipe qui va signer le 21 mars 2014, vous savez quoi ? Le traité de libre-échange avec l'Union européenne. Et bien sûr, dedans, il n'y a pas la subvention des 20 milliards par an, c'est juste un traité de libre-échange. L'Europe est gagnante largement puisque nos petits oligarques vont pouvoir très facilement envoyer les usines en Ukraine vu que le SMIC est 10 fois moins cher. Donc oui, Hollande a signé un contrat avec des nazis, quoi. Alors oui, c'est vrai, les nazis devaient choisir un camp ou l'autre, tu vois, comme on l'a dit. C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'on n'est pas censé faire des partenariats avec les nazis, nous. Enfin, je crois pas, normalement. Et face à cette évidence, tu as le ministre des Affaires étrangères de la Suède, persécuteur d'Assange, qui affirme que les nazis qui ont fait un coup d'État sont démocratiques et que le procès antisémite est une propagande pro-russe. Oui, ils ont dit ça. Et ce traître de Fabius répétera la même chose sur France Inter sans que Léa Salamé ne mouffe, comme toujours. Du côté russe, ils se sont bien sûr servis de cette histoire de nazis en rebalançant plein de merde à côté pour cliver encore et encore la population, radicalisant les pro-russes et décrédibilisant le gouvernement de Kiev. Un gouvernement donc qui prend le pouvoir par la force, qui est pro-Europe et qui a un poil illégitime, et forcément ça va raviver les tensions dans un pays qui est déjà de base divisé comme on l'a dit. C'est dans ce contexte que le Parlement de la province de Crimée va dénoncer l'illégitimité du pouvoir à Kiev et déclencher un référendum de rattachement à la Russie. Pour rappel, la Crimée est majoritairement russe, ultra majoritairement pro-russe. Et là-bas, le parti des nazis ne font que 1%. Contre 40% à l'ouest. Le référendum sera alors largement remporté par l'adhésion de la Crimée à la Russie. Et le truc qui est marrant avec ce truc-là, c'est que le move, il est à peu près légal au niveau du droit international. Pourquoi ? Parce qu'il y a une jurisprudence avec le Kosovo. Et au Kosovo, en fait, c'était passé exactement la même chose, sauf que c'est les États-Unis qui avaient voulu créer un État fantoche pour un peu niquer la Russie. Et du coup, c'est la Russie maintenant qui utilise ce qui s'est passé au Kosovo pour niquer les États-Unis. Du coup, ça fait un partout la balle au centre, quoi. Et là encore, le Washington Post et les États-Unis ont tenté de balancer de la propagande contre la Russie, affirmant que des soldats russes étaient présents à l'est de l'Ukraine, balançant des photos en très très basse résolution de mecs barbus en Géorgie et en Ukraine, ou pire, en prenant 2 photos du même groupe le même jour, en Ukraine, et en affirmant que la première vient de Russie. Enfin bref, on a comme l'impression que l'histoire bégaye comme dirait l'autre.
Et c'est ce même contexte très précis qui enclencha ce qu'on appelle la guerre du Donbass, qui est une région qui regroupe les deux provinces les plus à l'est de l'Ukraine. Là-dedans, tu as deux camps aux intérêts opposés qui s'affrontent. Déjà, les pro-russes, qui sont eux du coup dépendants de l'industrie et des accords avec la Russie que Kiev veut remettre en question. Et de l'autre côté, tu as donc l'armée régulière ukrainienne soutenue par l'OTAN. Avec comme principal enjeu le contrôle de la ville de Donetsk, qui est une grande ville industrielle, mais aussi un port très puissant et un nœud ferroviaire de la région. Et ce conflit, c'est le bordel. Il y a des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Un endroit où aucun journaleux ne met les pieds et dont on n'a aucune information. Si ce n'est celle de l'armée très loin d'être fiable. Et du coup, on va pas s'avancer plus que ça sur ce qui se passe dans la guerre du Donbass. On va juste garder l'essentiel. Là-bas, c'est la merde. Ce qu'on peut analyser, par contre, c'est la propagande française, avec par exemple le magazine Elle, détenu à l'époque par Lagardère, qui met en avant des combattantes ukrainiennes trop mignonnes qui se révèlent être en réalité des nazis. Ouais. Berrouillet et sa communauté ont retrouvé leurs traces et d'autres photos, disons, un peu plus gênantes. Alors oui, c'est vrai, elle est nazie. Mais vu qu'elle est sexy, ça compense un peu, non? Non, bah non, elle reste nazie. Et dans cette obscurité incroyable avec des mensonges, des guerres et des nazis partout, il va y avoir une lumière qui va surgir, François Hollande. Fin 2014, Hollande, Poutine, les représentants séparatistes pro-russes et le gars de l'Ukraine là, signent l'accord de Minsk, établissant un cessez-le-feu et un retour à la diplomatie avec une désescalade des deux côtés, pour éviter qu'une guerre en Europe s'éternise. Sauf que c'est François Hollande, et il a une légère tendance, je sais pas si t'as remarqué, à trahir. Et oui, la veille, l'OTAN avait apporté tout son soutien à l'Ukraine en annonçant des coopérations militaires entre l'Alliance et l'Ukraine, brandissant une nouvelle ligne rouge dans le conflit avec la Russie. L'Union européenne enchaîne ensuite avec des sanctions économiques contre la Russie, sorties d'un peu nulle part, montrant bien qui est véritablement dans le collimateur de l'Europe. Donc d'un côté, ils disent oui, il faut faire la désescalade, patati patata. Sauf que la veille, ils disent « Ouais les gars, on va armer à fond l'Ukraine et on va envoyer un maximum de fric pour niquer l'économie russe. » Alors ce qui devait arriver, arriva. Les accords ne sont pas respectés et depuis, la guerre continue dans le Donbass. Donc ça veut dire qu'il y a en Europe une guerre qui dure depuis 8 ans. Voilà. Donc quand ils vous disent là, les mecs des journaleux, les gouvernants dire « Non, on est contre la guerre en Europe, machin, la Russie et tout », c'est le cas. Il y a une guerre en Europe. Ça fait 8 ans que ça dure. Et évidemment, dans cette histoire, la situation économique de l'Ukraine s'est encore aggravée parce qu'ils doivent gérer une guerre et en plus gérer la transition d'un pouvoir, d'une corruption vers une autre corruption. Et elle se retrouve dans une situation assez particulière puisqu'elle est au bord de la faillite, au bord du défaut de paiement avec la Russie à qui elle doit 3 milliards. Cette fois, c'est le FMI qui les sauvera, en changeant ses règles pour rendre légal le financement de dettes entre deux États, prouvant encore une fois que le cadre international n'existe pas et qu'il soutient toujours le même camp dans le conflit. Une aide bien sûr couplée à une austérité massive qui va servir le pays sur un plateau d'argent à nos oligarques industriels et financiers occidentaux. Et ce qui était prévu arriva. Tu as Kiev qui va multiplier les accords et les déclarations pour rejoindre la zone d'influence états-unienne. Les États-Unis se mobilisent pour que l'Ukraine intègre l'OTAN, et ainsi pour pouvoir se positionner à la frontière russe. Puis, l'OTAN reconnaît en 2020 l'Ukraine comme partenaire privilégié. En 2021, le nouveau président ukrainien déclare vouloir rejoindre l'OTAN. Commencent alors des exercices militaires des États-Unis dans la mer Noire, donc littéralement à la frontière russe. Et là, normalement, ça doit faire un petit tic dans ton cerveau. Parce que les États-Unis ont d'abord rompu un traité sur les armes nucléaires pour ensuite envoyer littéralement des bateaux de guerre à la frontière de la Russie sur la mer Noire. Et là, il n'y a personne qui s'inquiète. T'as pas d'indignation ni des médias, ni des politiques. Et quand tu as la Russie qui fait des mouvements de troupes à l'intérieur de son territoire, à l'intérieur de ses propres frontières, ça équivaudrait à une déclaration de guerre? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on se fout quand même un tout petit peu de votre gueule? Ah oui, j'oublie pas. Je vais poser le truc comme ça, voilà, c'est posé, c'est sur la table, la question est dite. Qu'est-ce que putain de bordel de merde foutent les États-Unis en Ukraine? Je veux dire, les États-Unis, ils ont 800 bases militaires partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin d'une 801e en Ukraine? Et pas à la frontière de n'importe quel pays, à la frontière de la Russie, la deuxième armée au monde, à qui ils ont déclaré une guerre économique et diplomatique depuis des années. Genre par exemple, je sais pas si t'as remarqué, mais avant c'était le G8. Voilà, et maintenant on est passé au G7 parce qu'ils ont viré la Russie. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Il n'y avait pas de raison valable, c'était juste parce qu'il fallait faire la guerre diplomatique à la Russie. Et du coup, ils envoient des hommes à la frontière d'un pays à qui ils ont déclaré une guerre froide.
C'est débile. S'ils veulent faire la guerre, ils ont qu'à la faire chez eux, mais pas en Europe, quoi, merde. Depuis quelques années, l'Ukraine est littéralement arrosée de pognon par l'OTAN. Des subventions directes pour son armée, des formations militaires, des grosses subventions de la part de l'Union européenne pour financer le déploiement de troupes vers la frontière russe. La collaboration aussi avec la Turquie, membre de l'OTAN, qui lui a filé des drones de combat. En parallèle, le président ukrainien censure des sites d'opposition et des chaînes de télé sans base légale, car il serait pro-russe, ce qui gêne la propagande de guerre. Et en attendant, ce qui était prévu arriva aussi, c'est-à-dire la multiplication des actes antisémites et nazis en Ukraine, ce qui crée vraiment une belle ambiance dans le pays. La Russie proposera alors de nouveaux traités de paix avec comme condition la désescalade mutuelle des deux belligérants, qui restera sans réponse. On apprendra via une fuite de Wikileaks que la Russie a multiplié les appels diplomatiques ignorés par les États-Unis, qui étaient alors bien au courant des conséquences de leur provocation. C'est le retour d'une guerre pas si froide que ça entre les États-Unis d'un côté et la Russie. D'où l'humiliation de Macron quand il s'est bougé pour aller à Moscou. Une table gigantesque pour faire passer un message clair, la France a toujours été le paillasson des États-Unis et ne représente rien dans ce conflit. Et pour finir, on va parler d'un dernier move diplomatique que la Russie a fait dernièrement. Vous allez voir, c'est subtil, mais c'est marrant. En gros, les Russes ont plus ou moins annoncé qu'ils demandaient à Cuba et au Venezuela s'ils pouvaient mettre des bases militaires chez eux. Deux pays qui sont sous un blocus illégal des États-Unis et Cuba qui se trouve à 150 km des côtes états-uniennes. Et là, levée de bouclier, chez les États-Unis trouvant insupportable d'installer des bases militaires si proches de leurs frontières. Alors que c'est exactement ce qu'ils ont fait à la Russie en fait. Alors pourquoi ce qui est inacceptable pour les États-Unis deviendrait donc nécessaire pour les Russes? Réponse, parce qu'on est dans une situation où le respect et le droit international, on s'en bat les couilles. Et s'il n'y a pas de respect du droit international d'un côté, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution diplomatique de l'autre en fait. Et c'est pour ça qu'on a une escalade militaire encore et encore. Les provocations états-uniennes poussent mécaniquement la Russie à répondre par la force militaire pour relancer un semblant de rapport de force et de diplomatie. Et en réponse, les membres de l'OTAN multiplient les menaces et le mouvement militaire. Le tout s'avançant dans un scénario de guerre que les médias répètent depuis maintenant plus de 10 ans, histoire de rendre acceptable une guerre qui ne l'est absolument pas à la base. Le refus du droit international entraîne une escalade permanente du conflit dont personne ne sait aujourd'hui où elle va s'arrêter. Et voilà comment l'Ukraine a été le théâtre d'une guerre froide et a été déchirée à cause d'un impérialisme états-unien qui a provoqué un autre impérialisme russe. Bon, c'est mignon, avec tout ça on a compris à peu près l'histoire. Sauf qu'il manque quand même quelque chose d'assez important. C'est que oui, il y a un conflit entre les deux pays, mais pourquoi? Bon Dieu de pourquoi? Alors ils s'aiment pas, ok, il y a des délires idéologiques chelous avec les États-Unis et la Russie, ok, mais il y a bien des raisons matérielles quand même qui expliquent tout ça. Alors on a cherché et on a trouvé 3 de ces raisons matérielles, et la première d'entre elles, c'est le gaz. Alors la Russie, une de ses particularités, outre le fait qu'il fasse très froid, c'est le fait que c'est un des premiers producteurs de gaz de la planète. Et c'est surtout l'un des principaux fournisseurs de l'Europe. Et la grosse entreprise qui gère ça, elle s'appelle Gazprom. C'est une société majoritairement détenue par l'État russe, mais qui a ses propres intérêts et sa propre façon de faire du lobbying. Elle arrive par exemple à employer d'anciens politiques européens, histoire d'assurer ses arrières. Elle possède des contrats importants avec Engie en France et fournit 100% du gaz à l'Autriche. Son autre grand client énergétique, c'est l'Allemagne, qui depuis son arrêt du nucléaire est encore plus dépendant du gaz pour sa production électrique. Histoire de s'assurer un soft power, Gazprom organise régulièrement en Europe des dîners de gala pour y rencontrer les grands oligarques du coin où se pointe de manière parfaitement imprévue Poutine pour enchaîner les photos. Et la grande majorité de ce gaz, ça passe par des pipelines, évidemment, qui traversent quel pays? L'Ukraine. Tu commences à voir venir les trucs? À l'Est, la Russie étend aussi son influence en signant de très gros contrats avec la Chine, dont la consommation de gaz explose. Des Russes qui ont construit des villes-usines et mobilisé 10 000 ouvriers pour construire une pipeline qui traverse la Sibérie pour rejoindre la Chine, créant à l'occasion la plus grande infrastructure de traitement de gaz au monde dans une région qui se nomme Amour. Ah, ça en sera presque politique, hein. Les deux géants renforcent leur coopération et deviennent peu à peu indépendants du dollar. Ils se détachent donc de l'hégémonie des États-Unis grâce à l'autonomie énergétique, un système bancaire parallèle, un fort tissu industriel, un impérialisme économique en Afrique et des ressources premières stratégiques.
Un développement au point de s'affirmer comme un solide concurrent face aux États-Unis qui perd peu à peu ses parts de marché. Ce n'est donc pas très étonnant de voir les États-Unis pratiquer avec la Chine ce qu'on constate aujourd'hui avec la Russie. Une multiplication des manœuvres militaires et des accords qui menacent l'intégrité territoriale de la Chine, faute d'avoir pu imposer son hégémonie via ses sanctions et sa monnaie. Alors d'un côté, la Russie a de solides liens commerciaux avec l'Europe et elle renforce son alliance avec la Chine, ce qui fait que les deux là, c'est un véritable bloc concurrent et solide à l'hégémonie états-unienne. Et là-dessus, il faut rajouter une information qui est très importante. Le fait que les États-Unis ont développé le gaz et le pétrole de schiste à tel point qu'ils sont devenus producteurs nets de pétrole et de gaz. Ça veut dire qu'ils produisent plus de gaz qu'ils n'en consomment, ce qui veut dire aussi qu'il faut le refourguer à d'autres pays. Sauf que le gaz de schiste, c'est super polluant et en plus, c'est très très cher à l'exploitation. Et il faut aussi l'envoyer sur des bateaux frigorifiés pour ensuite faire traverser l'Atlantique et que tout ça soit traité en France dans des ports aux infrastructures très complexes. Enfin bref, ça coûte bien plus cher que le gaz russe et ça peut pas donc s'imposer naturellement dans le libre marché européen. La question devient donc comment est-ce que, bon Dieu, les États-Unis vont réussir à refourguer leur gaz alors que le marché est saturé et que leur truc est beaucoup plus cher que les autres. Et c'est la grosse galère, surtout qu'à côté, les Russes, eux, ils sont pas cons. Sentant le loup arriver, avec Maiden, ils ont lancé la construction de Nord Stream 2, un gros tube qui va doubler le flux de gaz par les routes du Nord qui rejoint directement l'Allemagne. La construction du pipeline est aussi un désastre écologique, vu que ça a flingué la réserve de Kurgalski, regroupant une énorme biodiversité. Mais bon, on s'en fout des oiseaux et des phoques de la mer Baltique. L'important, c'est que même avec tous ces travaux, le gaz russe est toujours moins cher que le gaz de schiste états-unien. Et surtout, le Nord Stream 2, comme le nom l'indique, ça passe par le nord. C'est-à-dire, ça va directement de la Russie à l'Allemagne en traversant la mer Baltique, ce qui veut dire que c'est totalement indépendant des aléas politiques de l'Ukraine. Donc la Russie a posé ses pions, ils étaient en train de gagner la partie, et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont décidé de sortir les crocs, mais de manière un peu douce pour commencer. Le Monde Diplo en parlait. Avant même la fin des travaux du Nord Stream 2, les États-Unis lancent des sanctions et des menaces totalement illégales, mais fortes. Si les travaux du Nord Stream 2 s'achèvent, ils priveront les entreprises concernées de tout le marché états-unien, ils interdiront les dirigeants de poser le pied aux États-Unis et les empêcheront d'utiliser le dollar. Normalement, c'est pas trop le genre de menace que tu es censé recevoir quand tu es censé être un pays allié. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait, et c'est précisément ce genre de loi qui organise de fait un blocus sur l'île de Cuba, sur le Venezuela, sur l'Iran ou sur la bande de Gaza, et du coup c'est pas anodin, tu vois. Ils l'ont déjà fait avant, ils pourraient très bien le refaire maintenant. Sauf que les Allemands ne cèdent pas et le gazéoduc est terminé, mais point important, il n'est pas encore opérationnel. Les États-Unis ont perdu une bataille, mais pas la guerre, ils ne lâchent pas l'affaire, et ce qui ne va pas marcher avec la dissuasion financière marchera peut-être avec la dissuasion militaire. Et ça va être l'occasion pour eux de faire une pierre deux coups. En pressant un conflit avec l'Ukraine et en obligeant les Européens à prendre position, les États-Unis vont pouvoir imposer des sanctions à la Russie qui auront comme conséquence de bloquer l'utilisation du Nord Stream 2. Et dans le même temps, en s'appropriant l'Ukraine, ils vont pouvoir multiplier les accords commerciaux pour favoriser le blé états-unien et bloquer l'autre grand axe du gaz pour réguler le trafic et ainsi imposer son gaz de schiste au marché européen. Et dans cette histoire, la Russie perd aussi un de ses principaux leviers par rapport à l'Europe, puisqu'ils ne peuvent pas menacer par exemple de fermer le gaz. Parce qu'au moment où ils le feront, tu vas avoir les États-Unis qui enverraient leurs bateaux pour combler le marché. Et là, ils se feront avoir. Et du coup, la seule chose que peut faire la Russie pour contrer ces attaques-là, c'est de montrer les gros bras, de rentrer dans un rapport de force en espérant que ça suffise pour relancer les accords diplomatiques. Sauf qu'en faisant les gros bras, en fait, tu nourris toute la propagande qui va justifier pour les pays, pour les médias, pour la population, le fait que des sanctions arrivent. Et du coup, la Russie n'a pas trop le choix que de rentrer dans le jeu des États-Unis. C'est l'Europe qui prend cher, mais pour eux, les États-Unis, c'est échec et mat. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que l'Europe accepte que des menaces de guerre soient faites sur son territoire. Tout ça pourquoi ? Pour que ce soit les États-Unis qui leur refilent du gaz beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient déjà avec les Russes. Du coup, on est genre doublement perdant, mais il n'y a aucun dirigeant qui mouffe, et notamment Macron. Bref, tous ces événements, comme de très nombreux conflits, sont liés en fait au pipeline. Tu as d'un côté la Russie et la Chine qui arrivent à imposer malgré tout leur gaz à l'Europe, et de l'autre côté les États-Unis qui veulent à tout prix revendre leur mer de gaz de schiste qui détruisent leur territoire. Et entre tout ça, c'est la stabilité de tout un continent qui est en jeu, et avec ça, les guerres et tout ce que ça comporte. Bref, pas sûr que ce soit nous qui sommes gagnants dans l'histoire. Donc le gaz, c'est la principale raison qui pousse les États-Unis à vouloir foutre le bordel en Europe.
Mais c'est pas la seule. Il y a aussi ce qu'on appelle le lobby de l'armement. Et l'armement, c'est un peu comme le gaz. C'est tellement stratégique et réglementé qu'on peut pas vraiment dissocier les entreprises privées de l'État. Ce qui fait que quand on parle de géopolitique, il faut parler des deux à la fois. Surtout qu'aux États-Unis, c'est une énorme industrie de pointe qui influence très largement la politique internationale du pays. En tout, c'est 768 milliards de dollars, des millions d'emplois dans l'armée, l'industrie, le renseignement et 1,4 million de soldats qui sont prêts à partir n'importe où pour n'importe quel intérêt. Ils sont aussi grands exportateurs d'armes, ce qui les rend indépendants de tout autre pays. Mais la Russie, elle aussi, elle n'est pas sans reste. Seconde armée du monde, une forte industrie et elle aussi exportatrice. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment différencier les intérêts de l'État russe du lobby de l'armement russe. Tu vois, les deux, c'est quasiment les mêmes. Et des médias aussi d'ailleurs. Tout ça, ça forme un bloc assez uni. Enfin, je dis ça pour rapport à la Russie, mais fais pas trop le malin, parce qu'en France, c'est exactement pareil. Et pour les États-Unis, c'est aussi le cas. Le lobby, il est présent dans les conseils d'administration des principaux médias comme le Washington Post ou la BBC qui vont vendre les guerres. Des médias que tous nos journaleux vont repomper sans recouper, bien sûr, parce que ça coûte moins cher en fait. Et puis on s'en fout un peu de l'international, non? Ça, couplé avec le fait que les médias refusent d'inviter des représentants russes pour expliquer leur vision du monde. Et puis donc on obtient quoi? Un réseau qui va permettre une véritable propagande de guerre à laquelle on assiste aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ce lobby il veut mener des guerres? En fait, c'est très simple. Pour lui, les guerres, c'est des marchés qui se développent. Parce qu'il faut armer les gens, il faut construire des véhicules, il faut des gens dans le renseignement, il faut embaucher des milices. Et donc forcément, ça va générer un marché qui va être largement profitable à ces industriels. L'autre utilité des guerres, c'est évidemment le fait que ça justifie que des milliards d'impôts soient prélevés et qu'ils arrivent directement dans les caisses de ces industriels. Et on est à un tel niveau de corruption et d'interdépendance que c'est pas vraiment l'État qui choisit, tu vois. Les lobbies ont leurs propres moyens pour essayer de pousser à maximum ces États à enclencher des guerres et à les accélérer. Mais c'est là où il faut être précis, c'est que oui, le lobby de l'armement veut déclencher des guerres, mais elles ne veulent pas que ça se termine. Elles veulent que ce soit seulement des guerres interminables, comme ça s'est passé en Afghanistan et comme ça se passe en ce moment avec la Russie. Une guerre qui n'a pas de fin, ça veut dire que c'est des investissements et des subventions qui vont arriver sans fin. Et quand on y réfléchit bien avec un peu de recul, on remarque que les seuls gagnants de cette situation, quoi qu'il arrive, ce sont les industriels de l'armement russes, et états-uniens et européens qui se font un maximum de fric. Un effet renforcé aujourd'hui par la crise du Covid qui va avoir une répercussion à rebours sur l'industrie de l'armement. Le lobby doit alors dès aujourd'hui créer les conditions pour s'assurer un gros marché demain pour compenser les futures pertes liées à l'arrêt de production. La guerre est aussi un moyen pour les États de consolider leur alliance, que ce soit entre les États-Unis et l'Europe ou la Russie et la Chine. Chacun ayant intérêt à ce que les coopérations se renforcent. Pour rappel, c'est la première fois depuis la Révolution chinoise que les deux pays font des exercices militaires ensemble. Sauf que ces alliances nouvelles créent dans le même temps une concurrence et une rivalité qui va générer les conditions pour de futures guerres. En fait, le lobby de l'armement, c'est un serpent à plusieurs têtes qui se mord lui-même la queue. Parce que ils veulent toujours être de plus en plus forts et avoir toujours plus de profit. Donc pour ça, il faut qu'ils justifient des situations de guerre. Du coup, ils appellent les politiques corrompus, ils appellent les journalistes corrompus, ils s'arrangent pour balancer un peu de la propagande de merde, et là, tout d'un coup, il y a un conflit qui apparaît. Du coup, ils chopent un maximum de pognon, que ce soit de l'OTAN, des États-Unis, de machin, de trucs de mes couilles, et du coup, ils se renforcent, ils sont encore plus puissants qu'avant, et du coup, ils sont encore plus capables de créer de nouvelles situations de guerre. Et toutes ces guerres qu'ils génèrent partout dans le monde, il y a qu'à voir par exemple en Afghanistan, en fait, ça va juste suffisamment détruire un pays pour créer toutes les conditions nécessaires pour que de nouvelles guerres apparaissent. Donc tu vois, c'est un peu l'éternel retour à la guerre en permanence, c'est pas ouf, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans mesures radicales contre le lobby de l'armement, on sera contraint à ce que ce soit ce lobby-là qui décide de notre politique internationale, et cette politique, c'est la pire qui soit, c'est celle de déclarer des guerres partout. Bon, mine de rien, on avance dans cette vidéo. Donc, on a vu toute l'histoire qui a amené à ce que ce soit le bordel en Ukraine. On a vu que c'était à cause du gaz et de l'armement qu'il y avait eu ça, mais il y a un troisième acteur qui est assez intéressant et un peu plus subtil. Cet acteur, c'est le peuple qui se met en mouvement à cause de grosses crises économiques. Faut savoir qu'en 2021, en Ukraine, c'est toujours la grosse merde. Plus de 600 000 Ukrainiens ont fui le pays pour trouver un emploi et se retrouvent confrontés à une xénophobie grandissante en Pologne. Le niveau de vie ukrainien a chuté et leur monnaie qui s'appelle Grivna a plongé jusqu'à atteindre son niveau le plus bas. De nombreuses coupures de courant ont eu lieu et ça même dans les villes autour de Kiev comme nous l'auront raconté des copains là-bas. Et en Russie aussi, c'est la grosse galère.
Il y a là-bas aussi de nombreuses coupures de courant dues à un manque d'entretien du réseau électrique. Sans compter le Covid qui a aussi foutu la merde là-bas, où l'absence de services publics, de systèmes de santé efficaces et l'isolement a grave appauvri économiquement et socialement les gens. Autre fait marquant, les dockers en Russie ont longtemps manifesté et fait la grève en bloquant les ports du pays pour demander une revalorisation de leur salaire. En Biélorussie, une grande grève suivie par de très nombreux secteurs de l'économie a éclaté en 2020. Leur revendication, plus de démocratie dans un pays qui reste très mafieux dans son fonctionnement, une augmentation des salaires ou encore des meilleures conditions de travail. De même d'ailleurs au Kazakhstan, où des révoltes qui se disent elles-mêmes anticapitalistes ont lieu et sont sévèrement réprimées. Plus généralement, ces pays doivent faire face à des mouvements massifs comme on en voit dans chaque pays, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, en Afrique et en Asie, des mouvements qui revendiquent une vie digne et qui sont plus difficiles à réprimer et contrôler du fait de leur caractère spontané et désorganisé. Bref, la merde économique produit une merde sociale que nos États autoritaires adorent remettre sous le tapis avec la bonne excuse que oui, c'est la guerre, vous comprenez, patati patata. Bah oui, parce que la guerre, ça nécessite l'unité du pays, donc ça légitime le fait de réprimer les mouvements sociaux et ça renforce le nationalisme débile dans tous les États. La guerre nécessite évidemment un État fort, ce qui justifie là aussi les pires dérives autoritaires, et les guerres, ça nécessite des sacrifices, ce qui permet de cacher toutes les conséquences de la crise économique. Bah oui, réfléchissez, hein. Tant que Macron nous fait croire qu'il va résoudre la crise en Russie, on ne parle pas de ses affaires de corruption, de détournement de fonds, ou de son bilan, hein. Et pareil pour le pouvoir russe. La guerre est avant tout un moyen pour les États autoritaires de se relégitimer et de se renforcer. Sauf que la société, elle a un petit peu changé depuis la guerre du Vietnam où quelques petits mensonges suffisaient à massacrer des millions de personnes. En Ukraine, les médias nationaux, qui ne sont pas censurés par le gouvernement, n'arrêtent pas de relayer les annonces prémonitoires des médias états-uniens. Demain, la Russie va envahir l'Ukraine. Malgré la psychose, l'armée russe reste en Russie et n'a rien annoncé sur de futures attaques. La peur se transforme en ridicule et la propagande pro-guerre venue des États-Unis et qui se propage partout devient évidente pour des millions de personnes, permettant de nous défendre des offensives médiatiques. D'autant que les réseaux sociaux et les automédias comme le Canard permettent d'avoir un recul sur ce genre de conneries. On ne nous ment plus si facilement. Et du coup, cette situation un peu bizarre là, de guerre froide, de machin truc, se rajoutant à la décrédibilisation totale des médias, ça crée des mouvements sociaux qui sont très spécifiques à la situation dans laquelle nous sommes. En Russie, par exemple, en parallèle des menaces de guerre états-uniennes, tu as le renforcement d'un mouvement contestataire pacifique, qui dénonce l'escalade militaire qu'entraînent les États-Unis et la Russie, et qui sont donc favorables à une démilitarisation mutuelle. Des manifs qui ont commencé en 2015, un 1er mai, avec comme slogan principal « Non à la politique belliqueuse » et qui apporte son soutien à la population ukrainienne. Et là, on va faire un raisonnement qui est, je crois, très important, qui est subtil, mais qui est très important et qui est jamais fait dans les autres médias. La Russie n'est pas aujourd'hui en mesure de stopper les agressions et les menaces des États-Unis, notamment au niveau économique. Et céder sur son militarisme aujourd'hui, ça voudrait dire qu'elle laisse en fait largement le champ libre aux États-Unis, qui va installer des bases partout aux frontières de la Russie et qui vont niquer ses plans au niveau du gaz et détruire une bonne partie de son économie. Et du coup, nous, on dit nique tous les impérialistes, mais on dit aussi que la situation est largement asymétrique. La Russie ne peut pas céder sur ce qu'il y a de plus important pour elle. Par contre, les États-Unis, ils peuvent largement dégager d'Ukraine en fait, ils ont rien à foutre là, encore une fois. Donc ça veut dire que si on veut qu'il y ait un mouvement pacifique qui prenne de la force et qui soit légitime et qui arrive à l'emporter en Russie, ça veut dire que de l'autre côté, il faut que cessent toutes les menaces des États-Unis et de l'Europe, histoire d'aboutir à un traité de paix et une véritable démilitarisation qui vont permettre de redonner de la légitimité à ces mouvements-là. Ce qui fait que ce qu'on fait nous en France a énormément d'influence à l'autre bout de l'Europe, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. À ceux qui se demandent, avec angoisse, quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Bon bah du coup on a vu tout ce qu'on devait voir à peu près pour comprendre la situation et on va pouvoir passer à la conclusion. Donc rappelez-vous, il y a à peu près 30 minutes on disait c'est le bordel en Ukraine. Et maintenant on peut dire on comprend un petit peu mieux le bordel en Ukraine. On a l'impression comme ça que c'est le bordel, mais en vrai, la crise ukrainienne est la cristallisation de multiples tensions diplomatiques hautement prévisibles, qui touchent à énormément de sujets importants et très complexes, qui peuvent être liés à l'énergie, la corruption, les crises économiques et le fonctionnement médiatique. En fait, c'est une crise mondiale qui se manifeste localement. Tout, d'ailleurs, bouge très vite. Il est possible que la vidéo soit déjà en retard. Par exemple, ce matin, on a appris que la Russie a déplacé ses troupes loin de la frontière, ce qui n'a pas l'air de rassurer les États-Unis. Ce conflit mondial risque de durer, mais espérons-le, ce retrait permet d'envisager une sortie vers le haut. Et pour cette fin de vidéo, on pourrait vous dire énormément de choses, genre aligner des propositions pour essayer de faire un internationalisme machin truc. On pourrait faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, on va juste se contenter de ce qu'il y a de plus simple, de plus évident et qu'il ne faut jamais oublier. C'est que personne ne veut de la guerre. Ni le peuple ukrainien, ni le peuple russe, ni le peuple français. C'est une saloperie qui détruit les gens, qui détruit les infrastructures, qui détruit la richesse de tous les pays et qui crée toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait de la merde qui arrive après, notamment d'autres guerres. La guerre, c'est perdre le contrôle total d'un territoire et c'est laisser le pire advenir. Il n'y a qu'à voir au Moyen-Orient qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que le pays de la liberté est intervenu. En réalité, la guerre ne sert que les intérêts des industriels et des oligarques. Et vu qu'en général, nos oligarques et nos industriels, c'est pas vraiment les mêmes intérêts que nous, le peuple, et du coup, nous, on doit s'opposer à toutes les guerres parce qu'on n'en veut pas et ça sert jamais nos intérêts. Et donc, on doit s'opposer à tout ce qui produit les guerres. Que ce soit les alliances militaires flinguées, les dépendances énergétiques, les jeux idéologiques à la con ou le lobby de l'armement. Et aussi s'opposer à tous ces putains d'impérialistes qui profitent des populations pauvres pour mener leurs petits jeux géopolitiques à la con. Et si personne ne veut la guerre, nos oligarques doivent donc mentir pour la rendre acceptable. Et d'après Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ça, c'est une bonne nouvelle. Et oui, finalement, il nous suffit de dire la vérité pour les empêcher de faire leur foutue guerre. Et ça, c'était son projet. Révéler les faits de guerre en Irak et en Afghanistan pour prouver que l'impérialisme se cache toujours derrière la propagande afin de commettre ces crimes contre l'humanité. Et du coup, s'il y a une conclusion pas trop lourde à apporter à tout ce qui se passe en Ukraine, c'est chérissons nos journalistes. Car c'est eux qui nous permettent d'avoir accès à cette vérité-là qui peuvent empêcher des guerres. C'est ces journalistes-là qui sont subtils, qui travaillent à leur sujet, qui ne vont pas juste être pro-européens parce qu'ils n'aiment pas Poutine ou inversement. C'est ces journalistes-là qui vont nous permettre d'avoir suffisamment d'analyse et suffisamment de faits pour montrer qu'il y a des énormes manipulations et qu'il ne faut surtout pas suivre nos dirigeants là-dessus. Il ne faut surtout pas céder à la guerre. Non, parce que quand même, les journalistes, là, ils sont dans un délire de on va faire la guerre en Europe contre la deuxième armée du monde avec la première armée du monde à nos côtés. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas Poutine. C'est ça le niveau d'argumentaire. Rétablissons la vérité pour résister à ce qui arrive. Une guerre qui, même si elle est faite d'intimidation pour le moment, peut très vite déraper. Comme en 2014 où un groupe radicalisé de l'armée russe ont passé la frontière pour prendre possession d'un bâtiment du ministère de l'Intérieur ukrainien. Un accident qui, s'il arrivait aujourd'hui, pourrait provoquer une guerre que personne n'a peut-être vraiment voulu, mais qui arriverait tout de même. Et pour rappel, le vieillard à la Maison Blanche là, c'était le vice-président d'Obama, le gars qui a déclenché le plus de guerres de l'histoire des États-Unis. Foutre le bordel à l'étranger pour des intérêts privés, c'est ça sa putain de spécialité, faut pas l'oublier. Bref, en simplifiant les analyses à l'extrême et en reprenant toutes les propagandes pro-guerre, les journaleux et les oligarques sont en train de créer une situation qui peut très mal finir. Sauf que la petite nuance, c'est que tous ces petits oligarques avec leur costard cravate là, c'est pas eux qui vont aller à Donetsk, c'est pas eux qui vont aller dans le Donbass se prendre des balles, c'est pas eux qui ont eu leur ville détruite, c'est pas eux qui ont eu leur vie être bouleversée, c'est pas eux qui ont été contraints de partir en exil. En fait, ces gens-là, le jour où la guerre va être déclarée, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là ? Dans leur petit appartement, dans leur petit truc parisien super bien chauffé, là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont manger des putains de petits fours. Parce que les industriels, ils vont avoir un carnet de commandes rempli, et les journaleux, ils vont pouvoir jouer à fond sur la peur et donc faire des ruptures de stock de leur journal. D'où l'importance de bien connaître cette histoire et d'agir pour ne surtout pas leur donner ce plaisir. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est bon, on a fini. Et du coup, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, que vous avez mieux compris ce qui s'est passé, etc. Nous, ce qui nous a fait rire dans cette situation, c'est que on a travaillé à 3 pendant 3 jours, dont 2 personnes à mi-temps, et qu'on a réussi à faire en si peu de temps et avec si peu de moyens, mieux que 95% des journalistes. Ce qui ne veut pas dire qu'on est des gens super forts, ça veut dire qu'on se fout quand même un petit peu de votre gueule. Et du coup, félicitations aussi à Déby qui remplace Gabi en tant que gros cerveau officiel du Canard et qui a donc produit sa première fiche et ses premières relectures avec cette affaire-là.
Du coup, voilà, félicitations Red. Comment est-ce qu'on peut finir autrement qu'en disant des bisous, vive la paix, vive Wikileaks, ils sont sympas quand même, et vive le droit de savoir. Et du coup, des bisous.